Bonjour à tous, bienvenue à ce panel Qu'est-ce que l'impact social? On va laisser le temps aux gens de se joindre à nous. Ça ne sera pas bien long. On espère que vous avez apprécié le premier panel de la semaine d'impact. Vous allez voir, il y a des panels, il y a des ateliers, des diagnostics, il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont prévus tout au long de la semaine. Alors, n'hésitez pas à regarder dans le fond l'ensemble des activités qui sont prévues. Vous avez le calendrier disponible sur le site. Bonjour Thibault. Bonjour Marine. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour qu'on sache un peu qui est là. Ça va être un petit peu plus impersonnel. Parfait, donc on va débuter. Alors, bonjour à tous, mon nom est Mélanie Vézina, je suis chargée de projet intelligence d'écosystème chez Bonjour Startup Montréal. Je vais avoir la chance de modérer ce panel avec tous nos invités. Alors, qu'est-ce que l'impact social? C'est un gros sujet. On n'aura probablement pas la chance de vraiment le définir concrètement aujourd'hui. Mais en 2021, on peut pas se permettre de passer sous silence les changements qui sont nécessaires. Dans le panel précédent, on a eu la chance d'entendre en fait les différents changements qui ont eu lieu dans le passé. Donc déjà, au niveau du Québec, de la Ville de Montréal, de l'écosystème Startup de Montréal, il y a eu énormément de changements déjà dans les dernières années. Il y a eu une progression. On commence de plus en plus à être conscientisé à l'importance de nos actions, à l'impact de nos actions. Alors, l'impact social, c'est essentiel en 2021. Chacun peut contribuer à sa façon, mais quand on parle d'impact social, ça peut être rapidement intimidant, ça peut avoir l'air complexe. Alors, au final, tout le monde un peu a sa propre compréhension et l'applique à sa façon aussi. Alors, le panel aujourd'hui a vraiment pour but de mettre la table, d'essayer de définir par des exemples, d'aider votre compréhension, en fait, du concept d'impact social pour débuter cette semaine, pour vous permettre vraiment de vous faire votre propre idée et vous aider dans votre compréhension globale du concept d'impact social pour le reste de la semaine et à venir, évidemment. Alors, avec moi aujourd'hui, pour répondre à cette question, évidemment, on a fait venir les experts en impact social. Alors, j'invite les experts, en fait, avec moi. Ah, voilà, parfait. Alors, on a beaucoup de personnes avec nous sur le panel. Je vais les laisser se présenter pour vous donner une meilleure idée de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font surtout en lien avec l'impact social. David, est-ce que tu veux commencer? Certainement. Donc, David Fauteux, je suis conseiller en développement de produits à l'Institut de développement de produits. Donc, ce qu'on fait de manière générale, c'est qu'on travaille avec les entreprises, autant les startups, avec les organismes qui sont incubateurs, accélérateurs dans l'écosystème, moyennes entreprises, grandes entreprises, aux aspects d'innovation dans le développement d'un produit, d'une solution. Et une de notre je dirais, intérêt, force et capacité d'intervention est au niveau justement de l'innovation durable. Donc, comment est-ce qu'on intègre les réflexions sur l'impact environnemental un peu plus précisément, mais les notions de développement durable dans une réflexion de développement de produits et solutions. Donc, ça va d'éléments beaucoup plus pratiques, pragmatiques, opérationnels, jusqu'à des éléments de réflexion un peu plus stratégiques. Donc, on intervient à différents niveaux, à différentes grosseurs d'organisation et types d'organisation sur les enjeux d'impact environnemental pour la majorité. Est-ce qu'on fait une femme, un homme après une femme? Bien, si on fait ça, je peux peut-être y aller. Donc, Luce Beaulieu, je suis directrice en stratégie d'impact social chez Credo. On est une firme conseil certifiée B Corp. Notre mission, c'est d'accompagner les organisations qui veulent mobiliser leurs forces pour propulser leur impact social positif.
Pour ce faire, on travaille, on est une gang de gens vraiment très allumés. Moi, ça fait à peu près pas loin de 4 mois que je suis chez Credo, puis c'est des gens vraiment extraordinaires. On travaille autant avec des organisations privées qu'avec des organisations publiques ou des organismes communautaires. Et nous, on a l'ambition d'accompagner l'ensemble de l'économie vers plein d'entreprises et d'organisations à impact dont la raison d'être est vraiment centrée sur résoudre un enjeu social ou environnemental. Et je passerai la parole à mon collègue Hugo. Merci, Luce. Donc, Hugo Steben, je suis directeur de l'entrepreneuriat social à la Maison d'innovation sociale, qui est un organisme, en fait, basé à Montréal, mais avec un mandat pan-québécois, qui a comme objectif de réduire les obstacles qui se trouvent entre une idée à impact social et environnemental positif et sa mise en œuvre. Donc, à travers des démarches de développement de capacité, donc de formation, de coaching, d'accompagnement, des programmes d'incubation, à travers aussi des démarches de laboratoire. Donc, on travaille beaucoup sur des questions de ce qu'on va appeler la R&D sociale, donc l'innovation financière, l'innovation réglementaire, l'innovation de gouvernance, en soutien, en fait, à la résolution des obstacles de nature un petit peu plus structurelle qui se trouvent sur le chemin des individus, des organisations, des collectifs, des institutions qui veulent avoir un impact sur le territoire. Et voilà, donc je passerai la balle à Laurentia. Merci Hugo, bonjour, Laurentia Perrin. Donc moi je suis directrice stratégie d'impact social chez Rhizome. Donc on accompagne des organisations, que ce soit publiques, privées, aussi des accélérateurs, des territoires dans leur stratégie d'impact social. Et puis là aujourd'hui je suis invitée à titre spécifiquement du rôle que j'ai à l'Esplanade, parce qu'en fait on est cofondateur de tout le parcours Impact 8, qui est le parcours d'accompagnement à l'Esplanade. Et l'Esplanade, en fait, on est le principal accélérateur pour les entrepreneurs qui ont décidé de mettre l'impact social et environnemental au cœur de leur modèle d'affaires. Donc, nous, on a différents types de programmes. On les accompagne vraiment dans tout ce qui est pérenniser leur modèle puis maximiser leur impact social. Juste pour vous donner un peu une idée, on a accompagné à peu près, je dirais, plus de 200 entreprises dans les 5 dernières années. On a fait 18 cohortes, puis on a un grand réseau de coachs experts qui nous aident en fait à pouvoir accompagner au mieux nos entrepreneurs. Puis je vais laisser la parole à Ilias. Merci Laurentia. Oui, moi c'est Ilias. J'ai la chance d'avoir 2 petits chapeaux, on va dire. D'une part, faire partie d'une organisation qui s'appelle Montréal New Tech, qui existe depuis 2008 pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, dont la mission, dans le fond, c'est d'inspirer, d'accélérer l'adoption de technologies ayant un impact sur notre société. Mais on va pouvoir avoir l'occasion de parler de c'est quoi l'impact. Notre définition d'impact est légèrement différente de celle peut-être de la majorité des gens autour de la table, et c'est bien correct. Mais ce qu'on appelle Meaningful Technologies. Donc, on a fait plein d'activités à travers les 10 dernières années, là, puis de l'écosystème à l'époque, quand il n'y avait pas cette effervescence startup, il y a une dizaine d'années, jusqu'à depuis 5 ans, tout le volet de collaboration entre les plus grands joueurs et les startups pour accélérer cette adoption-là de leurs innovations startup, jusqu'à on s'en va ailleurs. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans un autre setting. Mais on se renouvelle à peu près tous les 4-5 ans, peut-être même des fois un peu plus tôt. Et on a la chance justement, et j'ai la chance, d'avoir fait partie de celles et ceux qui ont lancé le laboratoire d'innovation Desjardins, qui est devenu aujourd'hui la direction d'innovation ouverte Desjardins. Donc, on évolue pour justement s'aligner évidemment avec les intérêts des Desjardins autour de l'impact socio-économique de cette coopérative financière-là, et en particulier autour de l'innovation, les opportunités de croissance, de nouvelles avenues de croissance, mais aussi évidemment de l'investissement. 2 pôles majeurs, donc Startup en résidence pour celles et ceux qui le connaissent, qui est plus autour de l'investissement dans des startups qui sont alignés avec nos intérêts d'affaires de croissance. Donc, ça peut être de la cybersécurité, la santé, etc. Ou le climat, pour rester dans ce volet d'impact qu'on a fait à travers des appels à candidature et des cohortes. Et de l'autre côté, le Coopératon, qui en est à sa 5e édition, qui accueille et les aspirants entrepreneurs, ce qu'on appelle les alpha, ainsi que les startups relativement établies qui sont dans la commercialisation, ce qu'on appelle les bêta. Et à ce niveau-là, à chaque année, on a à peu près 7-8 partenaires d'innovation ouverte. Et j'ai la chance de justement faire travailler et Desjardins et Montréal New Tech notamment autour de l'innovation ouverte notamment. Voilà. Et par ailleurs, juste micro-chose, parce que je me sentirais vraiment très arrogant de ne pas le souligner.
c'est que le coopérateur ne serait vraiment rien sans ses partenaires, et notamment celles et ceux qui ont l'expertise d'impact. Donc, je ne me considère définitivement pas un expert du domaine, mais un contributeur, dont notamment l'Esplanade, la Miss et bien d'autres. Là, je ne vais pas commencer à tous les nommer, sinon on en serait là pour un petit moment. Mais le coopérateur serait définitivement rien sans eux, même ceux et celles qui nous ont inspirés avec Hacking Health et bien d'autres depuis 5 ans. Et puis, je vais passer la parole à Monica de Montréal Green, sans qui, elle aussi, le coopérateur ne serait pas un succès. Donc, Monica, à toi la parole. Monica, le micro, je pense, parce que c'est moi l'enjeu. Non, moi non plus, j'entends pas. On n'entend pas, non, Monica. Mais sinon, le langage des signes, mais je ne suis pas un expert du domaine. Donc, je vais faire le pitch pour Montréal Green, qui est une magnifique organisation, association qui a fait plein de choses dans l'écosystème depuis 5 ans. Non, t'entends toujours pas, Monica. Peut-être juste débranche complètement le câble. Regarde aussi audio settings et vidéo settings en bas de l'écran. Peut-être que tu peux choisir ton... Ouais. Non. Non, ça fonctionne pas. À côté de l'emoji, il y a comme une barre comme ça avec 2 petits ronds. Si tu cliques dessus, tu peux choisir ta source audio. Peut-être que ça peut... Juste mets celle de ton ordinateur, peut-être. J'imagine que les gens de Bonjour Startup ont peut-être des gens en soutien technique qui peuvent donner un coup de main en background. Oui, je suis certaine, Guillaume est déjà sur le coup. Vous ne voyez pas, mais Guillaume sait tout et voit tout. Parfait. Bon, on va continuer. Et dès que Monica revient, je vais la laisser se présenter parce que Monica, elle est impliquée dans vraiment beaucoup de projets de la scène entrepreneuriale de Montréal et avec MTL Green également. Et ça vaut vraiment la peine qu'elle nous parle de ce qu'elle fait. Alors, on va commencer, on va débuter. Donc, en fait, on va commencer ce panel avec son titre. Pourquoi? Parce que ça fait bien rire les experts quand j'en parle. Alors, qu'est-ce qu'un impact social? On va mettre le doigt sur le bobo, là, on va vraiment dire les vraies choses. Donc, qu'est-ce que l'impact social? Mais surtout, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à définir? Je vais inviter David à commencer la discussion. Merci, Méliane. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile à définir? Ce n'est pas une simple question. La notion d'impact, je revenais un peu à la première partie de la question. La notion d'impact, pour moi, si on revient aux 3 piliers du développement durable, il y a la notion économique, la notion sociale, la notion environnementale. On va moins parler d'impact économique. Souvent, on va parler des aspects économiques d'un projet, d'un produit, d'une solution. Et donc, de mon côté, l'aspect impact, donc quand on va au-delà des aspects économiques, ils sont forcément sociaux ou environnementaux. Puis là, on parle dans le panel de l'aspect un peu plus d'impact social, mais pour moi, les impacts sociaux vont être sur des aspects beaucoup plus humains. Les impacts environnementaux vont être sur les enjeux de l'environnement. Puis là, on va tomber dans des aspects un peu plus scientifiques, mais ça va être la notion d'eau, les GES, les gaz à effet de serre, la toxicité. Il y a beaucoup d'éléments qui sont intégrés dans ce qu'est l'impact environnemental. Et à mon sens, l'impact environnemental diffère tout de même des enjeux d'impact sociaux pour lesquels on est confronté aussi au quotidien à leur donner une juste valeur dans nos considérations, dans nos réflexions. Donc, c'est un peu en s'appuyant sur les 3 piliers du développement durable, les impacts sociaux, comme on en parle aujourd'hui, sont environnementaux et sociaux également. Pourquoi c'est dur de définir? À mon sens, il y a une question de... Oh, petit problème d'éclairage. Il y a une question de perspective. Quand on parle d'aspect économique, souvent, c'est simple. On va avoir des chiffres à la fin pour pouvoir réellement dire, est-ce qu'on améliore ou est-ce qu'on diminue la situation? Quand on parle d'impact social et d'environnemental, il y a énormément d'éléments qui sont qualitatifs. Et donc, de dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, c'est difficile à cadrer et à bien offrir une réponse claire comme on pourrait s'attendre quand on parle d'aspect économique en termes
en termes de chiffres. Donc, moindrement qu'on arrive dans le qualitatif, la notion est beaucoup plus subjective. Puis en plus, aussi, ça va dépendre de quelle frontière on va aller chercher. Où est-ce qu'on va analyser, ou ça va être quoi la limite de notre considération quand on va regarder les enjeux sociaux et environnementaux? Est-ce qu'on va se limiter à des notions québécoises, des notions canadiennes, des notions même régionales? Et donc, la perspective qu'on va vouloir prendre peut donner un aspect beaucoup plus subjectif ou difficile à bien offrir une réponse oui ou non. Donc, c'est tous des enjeux qu'on se doit d'aborder ou qu'on se doit de prendre quand on tombe dans des aspects environnementaux et sociaux. Donc, je ne sais pas, Hugo, si toi, tu as une vision différente de la chose ou si tu as une complémentarité par rapport à ça. Oui, merci David. Je vais revenir sur un commentaire qu'Émiliane a dit en début de rencontre en disant « Ah, on va peut-être pas définir l'impact social aujourd'hui dans le cadre de ce panel. » Je ne suis pas d'accord. On va le faire à l'instant même. Définition peut-être simpliste, on pourra en discuter, mais on va commencer par mettre les bases. Quand on dit impact social, il y a 2 mots à l'intérieur de ça. On va commencer par le premier. Quand on parle d'impact, définition très simple, un changement d'état lié à une action intentionnelle. Vous faites quelque chose de manière intentionnelle et ça donne un résultat. C'est ça qu'on appelle un impact. Premier mot, assez simple. Ensuite de ça, on parle d'impact social. Je reviendrai effectivement sur ton commentaire, David, qui disait on a tendance à dire impact social comme un grand chapeau, pour faire simple, mais effectivement, ça touche différentes sphères. Donc, on va parler de l'impact social, on va parler de l'impact environnemental, on va parler aussi d'impact économique, mais dans une perspective qui est très particulière, et c'est les 2 autres points que j'amène. Bon, premièrement, il y a un sous-entendu dans l'impact social, qui est un impact social qui est positif. S'il y a des gens qui étaient ici en se disant que peut-être qu'on allait parler d'impact social négatif, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, où il y a peut-être des cours à refaire pour arriver ici. Donc, un impact social, environnemental, économique positif, dont les bénéfices sont distribués sur une communauté ou sur une grande quantité de personnes, plutôt qu'appareillés par certains individus. Donc, quand on parle de créer de la rentabilité économique, c'est pas juste de faire en sorte qu'on ait les prochains milliardaires des startups dans la salle, c'est de faire en sorte qu'on ait une action qui a comme intention d'avoir des retombées économiques, sociales et ou environnementales sur la communauté. Donc, au niveau de la définition, impact, donc changement d'état d'une action intentionnelle, sociale, environnementale ou économique, positif, dont les retombées positives sont distribuées sur les individus plutôt qu'accaparées. Boum, on s'arrête là-dessus. L'autre chose sur la question de la difficulté de mesurer l'impact, bien, effectivement, il y a une question de qualitatif, il y a une question de quantitatif. Mais il y a aussi différentes notions qui sont beaucoup plus du domaine de la complexité. Déjà en partant, quand on parle des innovations sociales ou des différentes initiatives à impact social, ça peut être des produits, des services, des changements de réglementation, des changements de pratiques, des changements de comportement, des changements de valeurs. Donc, il y a énormément de formes différentes d'initiatives ou d'actions qui peuvent être prises pour livrer ces impacts-là. Plusieurs trajectoires de déploiement. Donc, il y a des entreprises qui vont lancer des produits et des services. Il y a, comme on mentionnait, de la réglementation qui va changer, etc. Donc, c'est très difficile à suivre parce que plusieurs trajectoires, des fois un peu atypiques. Et c'est quelque chose qui se réalise souvent dans le temps et dont, en fait, il y a un enjeu qu'on appelle l'effet d'attribution. Supposons qu'on est dans une communauté défavorisée à Montréal où il y a des enjeux par rapport au décrochage scolaire, de la criminalité chez les jeunes. On réalise ou on identifie le fait d'offrir des petits déjeuners aux enfants pour qu'ils arrivent à l'école avec un repas dans le ventre, qu'ils soient en mesure de se concentrer à l'école, qui est un des facteurs qu'on connaît, qui est au niveau de la persévérance scolaire. Qu'est-ce qu'on est capable de s'attribuer sur le taux de diplomation post-universitaire 20 ans plus tard à la grandeur du Québec? C'est extrêmement difficile de dire « j'ai fait ça, donc moi j'ai 5% du résultat final ». L'autre chose aussi, c'est qu'il y a plein d'impacts qui sont distribués sur plusieurs systèmes, plusieurs secteurs, plusieurs acteurs. On sait que la persévérance scolaire, par exemple, on va avoir une réduction de la violence conjugale, on va avoir une réduction des suicides, on va avoir une réduction du crime, une augmentation de l'hygiène de vie, on va avoir des gens qui ont des meilleurs salaires parce qu'ils ont des meilleurs emplois, donc plus d'impôts qui est payé au gouvernement, des retombées fiscales, etc. C'est là qu'on se rend compte que d'une action, on a de la difficulté à savoir quel est le résultat que ça donne, en plus que ce résultat-là est souvent qualitatif et distribué sur un ensemble de systèmes puis un ensemble d'acteurs qui se réalisent dans le temps. Fait que j'arrêterai là en disant c'est pas mal pour ça que c'est un peu complexe quand on parle d'impact social, de se dire plutôt que de voir dans le compte de banque,
j'ai vendu 100 unités, j'ai fait 1 000 $ de profit. On se trompe dans une complexité qui est beaucoup plus grande que ça. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Donc, je vais passer la balle pour les prochaines questions. Merci beaucoup, Hugo. Effectivement, c'est très complexe. Puis, dans le panel précédent, justement, il mentionnait l'importance d'un changement au niveau du modèle économique. David et toi, Hugo, vous en avez parlé un tout petit peu, mais c'est quoi l'enjeu, selon vous, et peut-être d'autres panélistes voudraient là, s'exprimer, là, mais selon vous, c'est quoi l'enjeu réel derrière une conciliation de l'impact économique et l'impact social? Comment répondre simplement à ça? Je reviens un peu, tout n'est pas quantitatif, donc à un moment donné, c'est de bien... mon Dieu, problème d'éclairage encore. OK. Tout n'est pas quantitatif, donc à un moment donné, il faut se trouver d'autres éléments pour pouvoir justifier les actions qu'on va poser quand on n'est pas en mesure de les quantifier. Ces éléments-là, ces réponses-là qu'on va essayer d'aller chercher ou ces lignes directrices-là, si je peux donner un exemple, quand il y en a qui sont positifs, qu'on peut les reconnaître, puis ce n'est pas nécessaire de ne pas avoir le quantitatif pour ne pas prendre action. Si je peux parler juste de réduire les composantes à usage unique, on est capable de voir l'aspect positif dans ça. On est capable de savoir qu'il y a des stratégies qui existent pour bien orienter nos réflexions et on n'a pas tout le temps l'aspect financier derrière. On n'a pas forcément le quantitatif pour dire de quelle manière. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas cet aspect quantitatif-là qu'il n'y a pas de bonnes pratiques ou de bonnes approches qui vont justement nous permettre de pouvoir justifier certaines actions versus d'autres. Donc, la conciliation ou l'enjeu réel, c'est d'être capable de se le justifier, même si on n'a pas de chiffres clairs, puis on sait que dans nos organisations, dans la société actuelle aussi, il y a un énorme poids sur c'est quoi le résultat concret. C'est d'être capable aussi un des enjeux, c'est d'être capable de voir au-delà du chiffre l'aspect positif de certaines approches. Et là, il y a différentes manières de l'aborder, mais cet enjeu-là de ne pas tout le temps s'attendre uniquement à un chiffre pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc, c'est un des aspects qui, à mon sens, ne facilite pas cet aspect-là de conciliation d'impact économique et social parce qu'un est très quantitatif et l'autre l'est beaucoup moins. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire un arrimage? Il y a différentes approches pour trouver, je dirais, un bon compromis. Laurentia, tu semblais vouloir intervenir sur ça aussi. Oui, je voulais faire un point rapidement parce que moi, c'est plutôt de dire pourquoi on opposerait forcément impact social et impact économique, puis l'enjeu est de concilier. Je pense qu'il y a plein d'exemples actuellement qui prouvent qu'en fait, on peut avoir des impacts sociaux, économiques, environnementaux qui sont vraiment très liés. Quand on parle juste je sais pas, par exemple, d'achat local, ça peut effectivement avoir un impact vraiment sur le changement de comportement, donc des impacts sociaux, mais ça peut aussi avoir des impacts économiques. Donc, je pense que l'enjeu, c'est pas vraiment de pouvoir concilier les deux, c'est juste de se dire, ou de les opposer, en fait, c'est vraiment de se dire quel est le réel impact qu'on peut avoir. Je pense que les trois, finalement, sont vraiment intimement liés et je pense qu'il y a plein de modèles aujourd'hui qui nous prouvent qu'on peut mettre effectivement ça, puis en avant, puis dire, effectivement, quand on parle d'impact, c'est aussi subjectif, impact social, on va dire, c'est aussi subjectif à certaines parties prenantes. Donc, je pense que c'est vraiment dire, quand on a une réflexion comme ça, qui n'est pas juste, effectivement, liée à des chiffres ou des indicateurs qui sont vraiment financiers, mais il y a plein d'indicateurs qu'on va pouvoir aussi mettre en place, je trouve, qui sont intéressants, qui peuvent être aussi des chiffres sur un impact social, environnemental, et je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse non plus trop de raccourcis ou qu'on oppose les deux. Je pense que les deux sont intimement liés et puis qu'on peut trouver, je pense, de vrais modèles qui soient à la fois forts économiquement, socialement, environnementalement. Peut-être si je peux me permettre de parler un tout petit peu de B Corp. Je pense que c'est un modèle de certification où est-ce qu'on a clairement un weaving, si on veut, là, de toutes les dimensions qui sont importantes à la fois d'un point de vue chiffré, donc l'effet de levier, tout ça, mais aussi d'un point de vue humain, d'un point de vue environnement de travail. Puis, je pense que je peux parler de peut-être certaines conversations aussi qu'on a avec nos clients, comme par exemple avec
le Breakfast Club du Canada, où est-ce qu'on travaille avec eux pour essayer de mapper quel est leur soutien aux capacités pour les petits déjeuners, donc tout l'écosystème autour des équipes écoles. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils nous ont demandé comment est-ce qu'on pourrait quantifier notre impact. Puis, en fait, au cours de la conversation, on s'est rendu compte que c'était pas. Puis là, on parlait de SROI, donc Social Return on Investment, qui est comme une méthodologie de monétarisation des impacts au travers. C'est une méthode qui est intéressante, mais qui a aussi ses limites. Puis, on s'est rendu compte, en fait, que c'était pas nécessairement tellement le chiffre qui était important, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on pourrait arriver à bien communiquer le travail qu'on fait. Donc, moi, je pense que l'idée, je pense que, honnêtement, de toujours dire oui, il y a comme une opposition entre impact social et impact économique. Je pense que c'est un petit peu comme un faux débat dans la mesure où, je pense que si on gratte un petit peu sous la surface de tout ça, on se rend compte que pour tout le monde, respirer de l'air pur, c'est important, que pour tout le monde, avoir un bon équilibre travail-famille, c'est important. Non, on ne peut pas mettre de chiffres ou de signes de dollars dessus, mais je pense que c'est des choses qui sont assez importantes pour que les gens les prennent en compte et en fassent état dans la façon dont ils vont prendre en cours l'impact. Je pense que de plus en plus, l'idée, c'est d'aller vers, plutôt que de dire il faut absolument tout quantifier, tout monétariser, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on pourrait trouver des nouvelles façons d'expliquer c'est quoi des impacts plus qualitatifs? Est-ce que c'est des narratifs d'impact? Est-ce que c'est une nouvelle façon de communiquer? Mais moi, je pense que c'est plutôt d'essayer de se dédouaner du chiffre, en fait, puis de plutôt aller vers d'autres façons d'expliquer l'impact social. Ilias, tu avais ton micro ouvert? Ouais, si je peux rajouter par rapport à ça, puis je pense au-delà de l'opposition apparente, enfin, y a pas pour moi, il n'y a pas d'opposition. Puis le défi, même des fois, quand on parle de ce qu'on nous, on essaye de faire, c'est que faire les deux en même temps, c'est tout le temps le défi de dire c'est quoi le premier? C'est quoi le plus important pour toi? Et c'est dur de dire aux gens, pour moi, les deux sont importants. Puis donc, conceptuellement, dans le schéma de pensée, même d'investisseurs potentiels, etc., c'est pas forcément compréhensible. Donc, il y a aussi un aspect très humain de compréhension à ce niveau-là. Par rapport à certains des points qui ont été abordés, moi, je pense un des défis qu'il y a, au-delà de la mesure de l'impact, dont Hugo nous a fait un bon schéma sur l'axe de la profondeur et de la temporalité de la chose, c'est qu'il y a aussi qu'est-ce qu'on intègre dans cette mesure-là. Et je veux juste souligner peut-être un point, puis je ne suis pas un expert là-dedans, mais juste le petit vécu des 10 dernières années en travaillant avec des startups et des gens qui veulent avoir quelque chose de plus positif et juste pas… Mais c'est comment est-ce qu'on internalise les externalités. Et c'est un défi qui est avec plein d'acteurs. Puis je pense que la deuxième partie de la discussion est liée aussi aux acteurs et actrices de ce volet-là. C'est qu'il y a un domaine très politique, puis on est en plein dans la COP26, c'est de dire les externalités négatives, comment tu les internalises dans ta business ou dans ton évaluation de ta business. Ça, tant qu'on ne va pas réussir réellement à le faire, ça va être tout le temps beaucoup moins cher de foutre la merde dans le monde et faire du cash dans ses poches. Parce qu'il n'y a personne qui te mesure sur la merde que tu mets dans le monde. Désolé pour le terme, mais c'est ça la réalité. C'est que tant et si bien que je peux polluer, que je peux faire ce que je veux de négatif autour de moi et qu'il n'y a personne qui me fait payer pour ça à l'internaliser, il y a pour les économistes, là, il y a probablement un aspect de discrepancy en termes d'évaluation réelle du coût de ton produit, en fait. Donc, l'internalisation des externalités, je pense que c'est un point très important si on veut vraiment aller de l'avant. Le deuxième, c'est en termes de perspective d'investissement. Et là, ça, c'est peut-être moi qui parle de start-up assez souvent ou d'innovation, techno, etc. Mais la réalité, c'est que si on veut avoir vraiment un impact, c'est ce qu'on veut avoir comme impact, mais aussi l'ampleur de l'impact qu'on veut avoir. Donc, on parle souvent, quand on veut investir dans quelque chose, quelle qu'elle soit, et les gens qui veulent prendre du risque à investir, c'est la vélocité ou ta capacité à être rapide dans ton travail, l'ampleur, mais aussi la pérennité de ton modèle. Et pour ça, malheureusement, les modèles d'investissement à l'heure actuelle qui prennent du risque, donc des gens qui sont prêts à prendre du risque, ont des fonds dont le capital de risque est souvent un fonds de 10 ans, dont le half-life de ce fonds-là, c'est 5 ans, qui nécessite un réinvestissement au bout de 5 ans. Donc, il faut déjà que tu vois des résultats probants au bout de 5 ans en tant que startup ou en tant que whatever. Et donc, 5 ans, ce n'est pas évident forcément. Donc, il y a ce deuxième point autour de l'investissement. Donc, et le troisième, c'est aussi le message qu'on parle ou l'ambition. Et moi, j'aime à dire qu'on devrait, si on veut vraiment être dans l'action, il y a un besoin d'avoir vraiment l'ambition et le courage de nos convictions
Et donc, un peu comme la loi 101, par exemple, au Québec est venue il y a quelques années remettre la francophonie ou le français dans le domaine des affaires. Comme un HEC, il y a un siècle, quelqu'un s'est réveillé en me disant on va faire un volet des affaires en français parce qu'on est au Québec. De la même manière qu'un Desjardins, puis ce n'est pas pour vendre ma patente, mais s'est levé un jour pour dire on va avoir le modèle coopératif pour l'investissement et pour le support parce que l'argent est un moteur de la croissance et du bien-être socio-économique. À mon avis, on devrait avoir une sorte de loi 101 qui souligne l'ambition et le courage aujourd'hui pour dire l'impact social, le climat, ces enjeux-là sont extrêmement importants et on se donne vraiment l'ambition et le courage de nos aspirations. Et à mon humble avis, c'est le message qui doit être vendu, c'est que réellement les nouveaux Google ou les nouveaux unicorns qui vont avoir lieu vont être celles qui vont répondre à ces enjeux-là et il faut qu'on martèle ce message-là à nos aspirants entrepreneurs, à nos grandes entreprises, etc., tout en leur disant qu'il ne faut pas attendre après le gouvernement qu'il trouve la solution. Il y a vraiment un alignement là-dedans, mais il faut juste qu'on bouge et qu'on n'attende pas, c'est tout. Donc, c'est vraiment les 3 aspects, à mon humble avis, si on veut passer à l'action. Il y a des clés de réponse absolument hallucinantes sur le message que tout le monde vient de passer. Je voudrais juste reboucler sur certains éléments en repartant encore une fois de ce que Méliane a dit. Quand on a parlé du changement de modèle économique, dont il a été discuté dans le dernier panel, il n'y aura pas de changement de modèle économique tant qu'il n'y aura pas de changement de modèle mental. Puis là, je vais parler à l'échelle des gouvernements, puis ensuite, je vais parler à l'échelle des entrepreneurs, parce qu'ici, on est avec des entrepreneurs. Quand on regarde à l'échelle des gouvernements, c'est quoi l'objectif d'un gouvernement? C'est d'augmenter la qualité de vie de sa population. Puis on pilote cette chose-là comment en ce moment? Avec un PIB puis un taux de chômage. Ce qui fait aucun bon sens, mais on n'est pas ici pour parler de ça en ce moment, on est en train de parler de la question des entrepreneurs. Si on regarde la question, le plus grand enjeu dans la conciliation entre les deux, c'est de croire qu'il y a une opposition, comme ça a été mentionné par toutes les personnes avant ça. Déjà en partant, le fait de faire un peu de pont sur le commentaire d'Ilias sur la question des internaliser les externalités, de penser que l'entreprise ou la start-up vit en vase clos. Les organisations évoluent dans des environnements d'affaires. On va regarder, par exemple, des agriculteurs qui font de l'agriculture intensive, font la détérioration de leur sol, puis font en sorte qu'ils sont en train d'évaluer leurs actifs. Mais ce n'est pas considéré en ce moment, parce que c'est des modèles qui sont séparés. Fait que cette question-là de dire, déjà en partant, j'ai un impact sur mon environnement d'affaires, puis ma non-action contribue à sa détérioration, mais mon action peut contribuer à la renouveler, le régénérer. Donc, cette question-là. Ensuite de ça, la question du modèle mental entre la question de la redistribution puis de la création de valeur. Quand on parle de ce qu'on a été habitué, des dons philanthropiques, la responsabilité sociale, on est beaucoup dans une perspective de redistribution parce qu'on n'a pas brisé la tension entre les deux. Ce qu'on dit, c'est on va faire du profit, puis avec le profit qui va nous rester, on va en prendre une petite partie, puis on va la donner à des causes. Moi, ce vers quoi je souhaite vous amener dans cette discussion-là, puis d'ailleurs, c'est un modèle qui a été volé avec beaucoup d'admiration à nos amis chez Credo, c'est quand on parle du niveau d'intégration de l'impact, au-delà de la RSE et du don philanthropique, il y a toute la question de création de valeur, de voir comment est-ce que d'aligner les enjeux socio-environnementaux à la mission économique a un potentiel. De l'intégrer dans sa chaîne de valeur au niveau des personnes employées, au niveau des ressources utilisées, de l'intégrer dans son modèle d'affaires, même de voir comment est-ce qu'on peut créer des nouvelles opportunités commerciales. J'utiliserai 2 citations, j'aime beaucoup les citations, pour ceux et celles qui me connaissent, que j'utilise souvent dans les présentations au milieu des affaires. Il y en a une première qui est David Bauer qui dit « There's no business to be done on a dead planet ». Je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est assez simple. L'autre que je voudrais utiliser, c'est Peter Diamandis, qui est le fondateur de la fondation X-Prize et qui dit « Les plus gros problèmes mondiaux sont aussi les plus grandes opportunités d'affaires planétaires ». De voir comment est-ce qu'on brise cette tension-là en faisant preuve d'un peu d'agilité et de créativité, puis de voir comment est-ce qu'on est en mesure d'aligner notre mission, notre raison d'être et notre modèle d'affaires pour que de résoudre des enjeux, puis créer de la valeur, régénérer nos milieux, amène de la valeur d'affaires à notre organisation. Fondamentalement, c'est le principal enjeu de briser cette fausse opposition-là parce que le modèle mental qu'on utilise, il est caduc. Merci, Hugo. En fait, Ilias et toi, vous faites le pont à ma prochaine question. En fait, on l'a mentionné, tout le monde peut contribuer et tout le monde a peut-être un territoire différent pour entreprendre des actions. Donc, ma question pour vous, en fait, c'est qui doit faire quoi
pour faire progresser l'impact social à Montréal. Puis j'aurais envie en fait de faire parler Monica parce qu'on ne l'a pas entendu jusqu'à maintenant. Fait que Monica, on va tester ton micro. Puis si tu pouvais aussi te présenter avant de commencer parce qu'on n'a pas eu la chance de t'entendre. Ben oui, certainement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes! Oui. Hey, on aurait cru qu'après 2 ans, on serait experts, mais même à ce jour, il faut s'adapter. Ben, merci à tous. Oui, je vais faire une mini-introduction, un peu comme Ilias. J'ai 2 chapeaux. Donc, je vois souvent les 2 côtés des choses. MTL Green, où je suis cofondatrice, on encourage les entrepreneurs, les groupes, dans le fond, qui cherchent à diminuer l'impact de carbone à Montréal par des initiatives, des projets. Donc, très impliqués aussi avec les organismes ici autour de la table et pour encourager et questionner, dans le fond, les plans d'affaires avant de trop s'investir de l'avant. Et l'autre chapeau, puis je vais prendre l'occasion aussi de répondre à la question en même temps, c'est que je travaille chez Bell Canada dans le domaine de responsabilité d'entreprise en regardant comment rajouter la valeur d'entreprise et complémenter justement la performance financière avec les points qu'on a déjà entendus sur l'impact environnemental, social et de gouvernance. Et je dirais, j'apporterai dans le fond peut-être une lumière d'espoir où, d'un point de vue des grandes corpos, il y a de plus en plus d'appétit vers la performance et la création de valeur pour complémenter la performance financière. Et c'est un peu le changement que les grandes entreprises regardent à adapter. Dans notre cas, essentiellement, on regarde vraiment comment capturer, dans le fond, les données, pas juste qualitatives, mais quantitatives, qui est plus difficile à regarder pour que ça soit comparable d'un point de vue national, international, avec d'autres entreprises, ce qu'ils font. Et je dirais, il y a beaucoup d'initiatives qui se font en ce moment entre le domaine financier des investisseurs et le domaine des entreprises, où il y a des nouveaux standards qui sont en train de se fusionner, de se créer pour donner un peu un guide aux entreprises sur comment divulguer de l'information sur ce qu'ils font d'un point de vue environnemental, social, mais aussi de gouvernance. Donc, la première étape, c'est vraiment de se montrer, un peu s'exposer d'un point de vue d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue social, environnemental et de gouvernance? Et le fait de s'exposer publiquement en suivant ces standards qui sont en train de se créer, dont les standards SASB, GRI, que de plus en plus de compagnies sont en train d'utiliser et que les investisseurs se fient pour prendre leurs décisions d'affaires, pour complémenter les éléments financiers, vont aider les entreprises à prendre de l'avant des étapes plus ambitieux et créer des éléments qui sont plus long terme, que je dirais d'un point de base, d'un point de vue d'entreprise, c'est très difficile de quantifier la valeur long terme sur plusieurs années. Donc ça, c'est, je dirais, le plus grand challenge des entreprises, c'est d'essayer de se projeter dans le futur, dans 5 ans, 10 ans. Exemple, nous, de notre côté, on a annoncé qu'on veut être carboneutre sur nos opérations d'ici 2025. Comment on va se rendre? C'est quand même un plan de 4-5 ans, mais même à ça, c'est des targets qu'on n'est pas habitué à faire et à prendre de l'avant. Donc, comment planifier où se rendre? Et souvent, ça va pousser l'entreprise à aller de l'avant là-dessus. Donc, je dirais s'exposer, se montrer, divulguer l'information, ça va aider à amener des questions du point de vue des consommateurs, des clients, des employés, des investisseurs pour justement se pousser plus loin et se mettre ce challenge de plus de l'avant. Merci beaucoup, Monica. Puis, j'invite les autres panélistes là, à vous joindre à la discussion. Là. Je ne sais pas qui voudrait poursuivre. Luce, est-ce que tu voudrais continuer? Peut-être que selon ton background, tu voudrais répondre à la question. Oui, ben je peux répondre aussi un petit peu en fonction de mes anciennes fonctions lorsque j'étais directrice exécutive du CIRA, donc dans le domaine académique, donc Centre de recherche en déploiement du développement durable. Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans cet écosystème-là, mais je pense que ça s'applique beaucoup à l'écosystème startup, c'est tous les différents paliers de gouvernance, je pense, doivent avancer d'une façon concertée, en mode collaboratif,
vers ce genre d'objectifs-là. Puis, je pense que ça passe beaucoup par les pressions sociales, les normes sociales qui ont tendance à changer un petit peu en ce moment. Mais pour moi, ça passe beaucoup par les personnes qui sont à l'intérieur des organisations parce que ultimement, on ne travaille pas avec des entreprises ou des organisations, on travaille avec des personnes qui sont à l'intérieur de celles-ci. Puis, je pense qu'ici, je pense qu'on est des bons exemples d'agents de changement là, qui travaillent à l'intérieur de différents systèmes. Puis, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire progresser les choses. Donc, moi, j'inviterais tout le monde à comme essayer de se dire, c'est quoi ma zone d'influence? Comment est-ce que je peux parler avec quelqu'un que je connais peut-être qui est au MEI ou quelqu'un qui est au Conseil de l'innovation ou quelqu'un qui est à la Ville de Montréal? Puis d'essayer vraiment de se donner cette mission-là aussi, toujours un petit peu à chaque semaine ou chaque mois, de parler avec ses répondants à différents paliers, de s'informer aussi en même temps de c'est quoi leur réalité, puis d'essayer, je pense, de se concerter, de se coordonner pour que, ultimement, ça soit vraiment un changement, un mouvement systémique vers quelque chose de beaucoup plus positif qui prend en compte les limites planétaires, mais qui prend aussi en compte le bien-être des populations, la réduction de l'effondrement de la biodiversité, puis que ça soit vraiment quelque chose qui soit comme constamment en mouvement. Puis je pense que c'est important que ça se fasse vraiment à toutes les échelles des systèmes. Ah, je ne sais pas sûr si David, tu voulais y aller. Moi, je voulais renchérir sur deux éléments, en fait, deux acteurs. Tu sais, là, on va faire le ménage là, de l'académie, du gouvernemental, etc. Puis on va recentrer après ça vers les entrepreneurs. Et quand on parle effectivement des acteurs qui peuvent s'intégrer, nous, on parle de plus en plus de la question de capital mixte, de blended capital. Puis de voir, comme on parlait, qu'il y a des impacts qui sont distribués sur plusieurs systèmes, de voir comment est-ce que, plutôt que d'avoir une approche où un ministère X, un programme, une fondation, un autre programme, il y a de la RSE corporative auprès de certaines entreprises, de voir comment est-ce qu'on est en mesure, en fonction des acteurs qui trouvent chacun leurs bénéfices, de travailler à monter des fonds qui sont mixtes, donc qui utilisent l'argent du public, du privé, du philanthropique ensemble, parce que chacun de ces acteurs-là a des bénéfices sociaux, environnementaux ou économiques des actions qu'ils vont soutenir, mais que chacun individuellement ne retrouverait pas assez de bénéfices pour que ça soit rentable, soit d'un point de vue économique ou autre, pour l'individu. Ça, c'est une première chose. Tout l'aspect du capital mix, blended capital, plus de collaboration entre les bailleurs de fonds pour soutenir les initiatives qui se trouvent à l'interface de domaine d'impact, une première chose. Un autre élément au niveau des gouvernements, c'est des questions de réduire les obstacles. Je vais aborder la question de la réglementation spécifiquement ici, où historiquement, la pratique de la réglementation s'est faite pour interdire des comportements qu'on ne trouvait pas acceptables ou qu'on ne trouvait pas souhaités. De plus en plus, on voit un changement de culture qui se passe dans la manière de faire la réglementation dans les villes, où on commence à parler d'abord d'une question d'adaptation réglementaire, donc de dire comment est-ce que la réglementation peut se tasser du chemin des initiatives à impact social positif, social-environnemental positif qui arrivent. Mais non seulement ça, mais également de voir comment est-ce qu'on peut être engagé dans la réglementation qu'on met en place, comment est-ce qu'on peut voir des gouvernements qui sont activistes et qui vont mettre un cadre de réglementation, non pas pour interdire des choses, non pas pour se passer du chemin de ce qui se passe, mais pour accélérer les initiatives qui se passent sur le terrain. Ça, c'est des éléments qui sont absolument fondamentaux. On peut regarder la question des pratiques d'approvisionnement, par exemple, de voir est-ce qu'il y a des pratiques d'approvisionnement au niveau des différents paliers de gouvernement qui mettent des barrières sur le fait que des entreprises à impact positif ne puissent pas contracter avec elles parce qu'ils n'ont pas un assez gros chiffre d'affaires, parce qu'ils n'ont pas un bon nombre d'employés, parce que X, Y, Z, toutes les personnes qui ont eu affaire avec des pratiques d'approvisionnement avec les paliers de gouvernement vont savoir de quoi je parle en ce moment. Fait que cette question-là, il faut voir une prise de position et un changement de posture activiste de la part de l'ensemble des acteurs pour aller dans une même direction. C'est fondamental. Sinon, on se retrouve avec des entrepreneurs qui rentrent contre le courant. Si je peux ajouter un peu sur Hugo et en même temps revenir sur la question qui doit faire quoi pour que l'impact progresse, à mon sens, c'est tout le monde. Je ne pense pas qu'il y a personne en ce moment qui nous écoute qui dit ben moi, il n'y a rien que je peux faire. Il y a une question de volonté aussi. Puis, elle se prend à différents niveaux selon dans quelle strate un peu ou dans quel groupe tu es. Ça part, puis d'un point de vue uniquement de l'écosystème startup,
ça part autant des différentes autorités gouvernementales de comment est-ce qu'on évalue puis comment est-ce qu'on laisse une place dans la performance qu'on veut voir dans l'écosystème à ces éléments-là. Ensuite, il y a, je dirais, les organismes, donc un peu plus organismes de soutien, incubateurs, accélérateurs. Comment est-ce qu'on peut en mettre certains critères, favoriser des projets qui ont davantage d'impact dans leurs solutions? Comment est-ce qu'on est capable d'accompagner aussi les entrepreneurs qui, pour eux, c'est peut-être nouveau, ils sont conscients de cette transformation-là qui est en train d'arriver, mais ils manquent d'outils. Donc, comment est-ce qu'on les accompagne? Puis ensuite, il y a les aspects au niveau des entrepreneurs eux-mêmes et elles-mêmes. Bien, comment est-ce que c'est présent, puis comment est-ce que ça peut venir des fois bonifier certains aspects de leur modèle d'affaires, certains aspects de l'entreprise. Donc, à différents niveaux, tout le monde est en mesure de faire quelque chose. Il ne faut pas non plus que tout le monde, que ce soit fait de manière non coordonnée, mais je pense qu'il faut que ce soit cohérent entre des objectifs de ce qu'on veut voir dans l'écosystème, des manières de commencer à l'opérationnaliser dans le support qu'on va donner aux entrepreneurs pour qu'ensuite aussi, ça devienne quelque chose de présent dans l'offre et dans la valeur des projets, des idées, des solutions mises de l'avant par les entrepreneurs. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut avoir les bons métriques ensuite pour la bonne capacité d'évaluation de cette performance-là, mais il faut en premier lieu commencer à accepter de lui donner une place à cet impact-là dans les activités qu'on fait. Donc, voilà sur qui doit le faire. Je vais peut-être faire un petit peu de chemin sur un autre élément ensuite sur l'essence du panel aussi aujourd'hui, c'est les faux pas. Puis là, je prends l'aspect un peu plus vision entrepreneur. Donc, qu'est-ce qu'on veut éviter aussi à ce niveau-là quand l'entrepreneur veut avoir un impact? Moi, je pense qu'il y a deux éléments qui sortent davantage. Donc, on entend beaucoup la question des GES en ce moment dans l'aspect environnemental. C'est un élément de réponse. C'est sûr que par rapport aux gaz à effet de serre, au changement climatique, c'est très central, mais l'impact environnemental est au-delà de juste la question des gaz à effet de serre. Donc, d'avoir une vision d'impact environnemental sur d'autres aspects, notamment la toxicité des pièces ou des composantes utilisées, que ce soit sur la manière qu'on va concevoir notre solution. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont uniquement l'aspect énergétique ou l'aspect lié aux gaz à effet de serre. Donc, évitez de ne voir que ça. Donc, si vous n'avez pas d'éléments de gaz à effet de serre dans votre solution, vous n'avez pas d'impact. Au contraire, non. Allez trouver une autre approche et il y a toujours quelque chose à faire pour pouvoir réduire l'impact de ce qu'on va vouloir mettre de l'avant comme entrepreneur. L'autre chose, c'est de s'assurer, à mon sens, qu'on évite les transferts d'impact. Donc, d'un point de vue cycle de vie de produit, il y a les 5 grandes étapes, donc ressources, fabrication, distribution, usage et fin de vie, et s'assurer qu'une bonne idée dans une de ces étapes de cycle de vie-là ne crée pas de plus grands impacts ailleurs dans le cycle de vie. Donc, au niveau des entrepreneurs, je pense qu'il y a tout le temps cette réflexion-là de commencer à avoir, pas tout le temps la réponse définitive, mais cette conscientisation-là sur l'aspect d'impact et est-ce qu'on n'est pas en train de créer un problème ailleurs parce que quand on regarde uniquement dans un aspect du cycle de vie du produit, ben on est en train d'améliorer, mais on va laisser faire l'effet rebond qu'on appelle. Donc, je pense que ces deux éléments-là, du point de vue entrepreneur, sont des choses que vous pouvez avoir au quotidien dans vos réflexions. Puis ensuite, comme je disais tantôt, ben, à un niveau un peu plus écosystème, ben, il y a d'autres acteurs qui sont capables de faire d'autres réflexions ou d'autres actions concrètes pour favoriser ce changement-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Merci, David. En fait, je serais curieuse d'entendre peut-être Laurentia nous parler peut-être qui côtoie des entrepreneurs à tous les jours. On a Monica aussi qui va voir son micro. Ah oui, vas-y, Monica. À 2 reprises. OK, ben Laurentia te dira juste après. Oui, non, ben en fait, pour imaginer dans le fond comment un changement prend place, on peut prendre un exemple simplifié. Exemple, la cigarette au Québec. La génération de nos parents, peut-être grands-parents, dépendamment de votre âge, on fumait dans les hôpitaux, on fumait à la maison, un peu partout. Puis le changement est venu où autant la pression sociale, il y a eu les données de santé qui ont influencé un peu le tout, puis les lois gouvernementales où finalement cachées dans le fond les éléments
les cigarettes dans les dépanneurs, puis les lois où tu peux pas fumer dans les endroits publics. Donc, tout ça, si on pense à un exemple, un changement social et même de loi, la pression sociale, la culture même qui a changé à travers cet exemple, dans le fond, le même déroulement peut prendre place pour les éléments sociaux puis les enjeux environnementaux également. Donc, c'est vraiment un peu, tout le monde s'influence l'un vers l'autre. Puis c'est la même chose du côté gouvernemental. Chaque pays regarde un peu qu'est-ce qui se passe au niveau mondial, qu'est-ce qui est poussé, mais ce qui les influence, c'est dans le fond les communautés, qu'est-ce qu'ils mettent de la valeur, qu'est-ce que la recherche met en place, qu'est-ce que les entrepreneurs font, les grandes compagnies, les petites. Donc, c'est un peu un mix de tout ça qui rend le changement possible. Donc, un peu pour rajouter à ce que David mentionnait, il n'y a pas une recette parfaite ou un ordre exact pour que les choses prennent place. C'est vraiment un peu de continuer à pousser, dans le fond, les éléments importants sur ces enjeux. Puis je rajouterais du point de vue, avec MTL Green, mon autre chapeau, d'un point de vue d'un citoyen, comment, dans le fond, prendre ces enjeux en place. Bien, c'est de s'informer, c'est l'influence de nos amis, notre famille, des articles qu'on lit, des initiatives qui nous passionnent, qui nous interpellent et un peu trouver de meaningfulness dans ce qu'on fait. Donc, on voit des fois des participants dans nos événements qu'ils ont eu une carrière de 30, 40 ans dans une entreprise, puis ils se retrouvent où j'ai l'impression que c'est pas des valeurs qui viennent me chercher, c'est pas quelque chose qui aurait nécessairement investi toute leur vie s'ils sentaient que ça aurait été possible d'investir dans des impacts et des enjeux sociaux et ou environnementaux. Donc, c'est de prendre le courage, peu importe l'âge, la diversité, les générations, puis d'amener ça de l'avant pour pas rendre ça des sujets tabous. Donc, c'était un petit peu mon rajout, mais je passerai la parole à Laurentien pour nous donner un peu la perspective vraiment entrepreneuriale, comme mentionné par Méliane. Merci beaucoup, Monica. Effectivement, je ne vais pas reparler parce qu'on parle vraiment de changement systémique à tous les niveaux. Moi, j'aimerais juste qu'on fasse une différence entre, effectivement, on en a un peu parlé tout à l'heure, dire RSE versus ou impact, et puis quel est le niveau d'intégration. C'est sûr que je ne vais pas parler de la même façon si je parle de juste un entrepreneur, en fait, qui est en train d'essayer de réduire ses impacts négatifs versus, donc, par exemple, je crée une nouvelle cigarette écologique. Au final, en fait, on a juste créé des cigarettes, on l'a fait écologiquement, donc on a essayé de réduire nos impacts négatifs, mais au final, on n'a pas vraiment eu un impact positif, clair, de changement de système dans la société, versus une entreprise qui va vouloir effectivement avoir, créer quelque chose pour bénéficier à ses parties prenantes. Donc, par exemple, je mets un programme diversité et inclusion en interne dans mon entreprise. Oui, ça bénéficie, mais peut-être que je suis juste en train de vendre des burgers, par exemple, type McDonald's, par exemple. Donc ça, c'est encore autre chose. Puis si on va à un autre niveau où l'entreprise, en fait, va activement contribuer aux solutions, puis répondre de façon vraiment plus importante à une problématique sociale, environnementale, type l'accessibilité à la santé pour des populations qui sont en zone rurale, par exemple. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre du niveau de maturité. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Effectivement, c'est juste dire c'est quoi le niveau de maturité de l'entreprise. Puis, si l'entreprise, je dirais, étant déjà active, déjà commencer peut-être à réduire effectivement ses impacts négatifs, après avoir une réflexion sur comment elle peut bénéficier, avoir un plus grand impact sur ses propres parties prenantes. Puis après, si on est dans une réflexion un peu plus lointaine, de dire, si je veux aller plus loin dans une transformation sociale, comment je peux contribuer à ça et comment je peux avoir un modèle. Donc, c'est sûr que nous, on accompagne à l'Esplanade plutôt des entrepreneurs qui ont une mission sociale et environnementale, donc c'est vraiment au cœur de leur modèle d'affaires. Puis comment nous on le voit, c'est pas forcément dire en tant qu'entrepreneur, forcément la croissance, c'est vraiment avoir une liée à une croissance économique. J'ai augmenté mon chiffre d'affaires, j'ai augmenté mon revenu de l'année dernière. Donc c'est vraiment avoir une réflexion plutôt dans comment finalement je peux faire croître mon impact. Puis ça passe beaucoup par des collaborations. Donc c'est effectivement dire comment je vais pouvoir trouver les personnes dans l'écosystème qui contribuent eux aussi à cette problématique-là. Essayer de voir c'est quoi les forces, les faiblesses de chacun, essayer de comprendre un peu, puis
comment, en tant qu'écosystème, nous, on va pouvoir répondre à des problématiques qui sont un petit peu plus complexes et donc se dire, je peux avoir une croissance dans mon impact social et environnemental qui n'est pas égale à ma croissance économique et comment je vais pouvoir faire le lien avec les différentes parties prenantes pour en fait créer plus d'impact. Puis je pense que ça se passe au niveau des entrepreneurs, que différents entrepreneurs collaborent ensemble, qui collaborent aussi avec des grandes entreprises, qui collaborent aussi avec des fonds d'investissement, de la philanthropie, etc., pour que tout le monde comprenne bien en fait aux différents niveaux. Puis je pense que l'objectif, c'est vraiment, comme on en parlait, dire d'avoir un langage commun. Et donc là, dire avancer vers un objectif commun. Et donc là, ça passe par avoir un langage commun. Puis ça veut dire qu'il faut arrêter de travailler forcément en silo, il faut commencer à se parler, que ce soit aux différents niveaux, mais aussi à tous les niveaux. Là. Donc, c'est un peu ça qu'on essaye de travailler, nous aussi, à l'Esplanade. Puis, désolée. Non, vas-y, Luce, les dames d'abord. J'allais juste compléter avec ce que tu disais. Dans le fond, je pense que une des idées centrales que tu as nommées tantôt, c'est l'idée de la matérialité. Ça, c'est vraiment super important parce que souvent, il y a des entreprises ou des organisations qui vont se dire « Ah, on va recycler ou on va faire ça ou on va faire ça », mais ce n'est pas tellement fondamental à leurs opérations puis vraiment à leur impact. Je pense que l'idée d'aller vers la matérialité au niveau des impacts, c'est extrêmement important parce que sinon, on tombe vraiment dans le green ou social ou SDG washing, en fait, toutes les idées de washing. Puis l'idée de la maturité aussi, c'est extrêmement important parce que plus on veut avoir des initiatives, disons, importantes, qui demandent des ressources, qui demandent beaucoup d'intégration, qui demandent de la coordination. L'organisation doit être mature à ce niveau-là, donc au niveau du leadership, de la gouvernance, tant au niveau que du middle management des employés, mais aussi pour pouvoir s'intégrer à l'intérieur d'un écosystème et collaborer, il faut vraiment qu'on soit aligné à l'intérieur de l'organisation avant de penser à aller justement collaborer dans un écosystème. Si je peux me permettre, je vais peut-être prendre un petit peu un contre-pied de tout ça. Puis, à 100% d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Cependant, moi, ce qui m'inquiète quand j'entends ça, puis je trouve qu'on a tous été très gentils l'un vers l'autre, donc je vais peut-être amener un petit grain de zizanie, si je peux me permettre. Mais c'est, tu sais, si on attend que tout soit bien fait ou que on intègre X, Y, etc., ben on sera rendu en 2050 puis on sera tous morts. Je pense cependant qu'il y a des gens incroyables qui travaillent dans l'écosystème. Puis je vais juste reprendre certains des points sur il faut arrêter de travailler en silo. Ben, arrêter de travailler en silo, c'est être proactif. C'est nous, tous les gens qui sont là assis autour de la table, tous les gens qui sont aussi d'une manière ou d'une autre impliqués dans l'écosystème entrepreneurial, devons développer une culture à l'interne, d'abord et avant tout, de briser nos propres silos. Et ce que je veux dire par là, c'est de tendre la main vers autrui, de faire du cross-referencing. Je vois les cohortes de l'Esplanade qui font un très bon travail, etc., qui ont évolué avec le temps puis je vais faire du mansplaining, puis en plus du jugement sur l'évolution de l'Esplanade. Donc, je vais juste une petite brique, puis sens-toi à l'aise de dire que je dis des bêtises. Mais il y a une évolution des cohortes de passer de personnes qui veulent juste avoir de l'impact à certaines qui intègrent vraiment la technologie dans leur démarche d'impact, à celles qui sont centrées autour de la technologie, mais qui en plus amènent de l'impact. Et ça, c'est aussi un travail où on a eu du cross-referencing avec les gens de l'Esplanade. On réfère des startups qui sont très tech, que ce soit dans le programme de Desjardins ou les programmes de Montréal New Tech, etc., en disant hey, allez à l'Esplanade, vous avez besoin de ça, vous n'avez peut-être pas besoin de tout, mais vous avez besoin de ça. Et là, ça crée de la cross-pollination au sein même des cohortes de l'Esplanade, ce qui permet peut-être aux gens qui sont juste dans une tête impact, ou d'autres qui sont un peu plus techno, de se rencontrer dans un espace-temps qui leur permet aussi d'apprendre mutuellement l'un auprès de l'autre et évidemment d'être accompagnés, etc. Et là, ça brise les silos, puis ça crée une culture autour de c'est quoi les leviers que j'ai pour avoir réellement de l'impact. Donc, ça crée du mouvement et donc, on n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour que ce mouvement-là arrive. Un deuxième petit point peut-être, et là, ce n'est pas une critique, mais il y a une certaine réalité aussi, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un d'impact. Pourtant, j'essaie autant que faire se peut. Il y a d'autres personnes là-dessus. Puis, on ne sera jamais parfait pour les gens comme nous. Et à mon humble avis, il y a une affaire de purisme qu'on voit évoluer quand même là. Il y a des gens un peu moins puristes. Mais nous, quand on a commencé à faire ce qu'on a essayé de faire il y a 5 ans, certaines personnes, dont je ne vais pas les nommer par respect, sont venues nous dire « Ah, vous faites du greenwashing, vous, c'est du bullshit ce que vous faites, etc. »
moi, dans mon cœur, je me disais que ce qu'on faisait était positif, puis amener un certain positif, mais ce n'était pas parfait. Et donc, cette histoire-là de purisme, à mon avis, on doit quand même être humble de dire que l'impact va prendre plein d'acteurs, certains qui vont être à 100% dans l'impact, certains qui vont l'être un peu moins, puis c'est bien correct. Ne démonisons pas ceux qui le sont moins, parce qu'ils contribuent positivement quand même, et c'est bien correct, et on va s'éduquer mutuellement, etc. etc. Et un autre aspect peut-être, si je peux me permettre là-dessus, c'est justement dans cette évolution-là qu'on a, tu sais, les grandes organisations, puis un peu peut-être rejoindre le point qui a été dit tout à l'heure, mais tu sais, les grandes organisations, quand on parle d'innovation ouverte, par exemple, certaines grandes institutions financières, il y a 7 ans, quand elles ont vu les mouvements fintech arriver, elles voyaient ça comme quelque chose de très négatif. Comme elles disaient, ah, c'est la compétition, ils veulent nous remplacer, etc. Depuis 4 ans, aujourd'hui, elles veulent toutes collaborer avec les startups et les fintechs, etc. Donc, il y a quand même cette évolution-là en termes de temporalité qui a pris une certaine proactivité de la part de certains acteurs pour pousser dans ces organisations-là à ce que le niveau d'éducation se fasse. Et on a la chance d'avoir des gens très proactifs, et je vais single out un petit peu Montréal Green, mais des gens comme Montréal Green qui, il y a 5 ans, 6 ans, quand il n'y avait pas forcément autant de fonds publics pour ce genre de choses-là, qui ont pris leur démarche sans attendre les fonds publics à arriver, de faire de la consultation, de faire des concertations. Il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, concertation, consultation, il y a des millions qui sont donnés. Ben, moi, j'invite les gens, vous autour de la table, mais aussi les gens qui pensent à financer ce genre de démarche-là, de dire, ben, tu sais quoi, soyons proactifs, trouvons les gens qui sont passionnés par ces démarches-là et allons leur poser une question de la même manière qu'on pose aux startups quand on veut investir dedans. Qu'est-ce que ça te prendrait pour être un 10X? Qu'est-ce que ça prendrait qu'un Montréal Green ou un Hacking Health, ou on a plein d'autres qu'on a juste à Montréal, mais il y en a à travers le Québec, qui ont fait des choses avec $0 pour leur dire, ben, dude, ladies and gentlemen, what would it take to make you 10X? Et ça, sincèrement, tant et si bien qu'on ne sera pas dans une démarche proactive des gens qui aboutissent à certains résultats et qu'on leur dise qu'est-ce que ça te prendrait pour accélérer à un 10X, on sera toujours en rattrapage. C'est mon point de vue, je me trompe peut-être là, mais je trouvais qu'on était un peu trop gentils l'un envers l'autre là, et qui, dans ce genre de démarche-là, peut-être avoir un petit aspect un peu plus shaking et pas une mauvaise chose. Merci beaucoup, Ilia. C'est important de le mentionner. Je suis super contente que tu l'aies fait. Notre panel tire à sa fin. J'aimerais remercier tous les panélistes. On était vraiment beaucoup de personnes autour de la table, alors on était extrêmement civilisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux gens qui ont écouté le panel. J'espère que ça vous a apporté un petit peu de lumière sur le concept d'impact social. Je pense que j'ai envie de reprendre les mots d'Ilia. Soyons proactifs. Ça part d'un individu, mais ça part surtout d'un état d'esprit. Donc, j'espère que la semaine d'impact va vous aider à modeler un peu votre état d'esprit sur l'impact social, mais surtout sur les pistes d'action que vous pouvez entreprendre pour votre organisation ou pour votre projet entrepreneurial. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis, le panel tire à sa fin. Merci beaucoup à tous. Merci, Méliane. Merci. Merci.